Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chers téléspectateurs pour le programme hebdomadaire de Point de vue qui est consacré à l'analyse des enjeux politiques, économiques, sociaux et d'autres sujets qui façonnent notre pays, notre continent et du monde entier. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un moment particulièrement important qui est le dialogue national éthiopien. Après les consultations et les discussions et les différentes étapes de discussion, le processus entre désormais dans la phase où les actions et les discussions devront progressivement se transformer en recommandations, puis en décisions et après finalement en actions concrètes. Environ 4000 participants ont pris part lors de ce dialogue national depuis un mois. Et dans la prochaine semaine, l'attention va être donc sur la recommandation qui sortiront de ce processus du dialogue national. Mais une question demeure toujours. Le dialogue national est-il réellement en train de passer de la discussion à la production de résultats tangibles? C'est la question importante qu'on se demande. Et cette étape d'autant plus important que le désaccord est devenu plus visible. Les intérêts divergents, les questions historiques, les différentes visions de l'avenir de l'Éthiopie sont désormais discutées plus ouvertement et plus justement. Un désaccord franc ne devrait pas être considéré comme un échec, mais au contraire, il peut être le signe qu'un véritable débat est en train de se dérouler. Mais comment transformer ces divergences et ces différences en compromis et en solutions communes? C'est la question importante. Nous examinerons également les accusations de tentatives visant à affaiblir ou délégitimer le processus du dialogue national, notamment celles concernant le TPLF et des réseaux qui lui sont associés. Où se situe la frontière entre une critique politique légitime et une tentative de sabotage? Et comment traiter la campagne des médias et numériques autour des questions sensibles, notamment autour de la question qui est liée avec la ville d'Addis Abeba. Enfin, nous regarderons au-delà des recommandations et on se demande aussi, l'Éthiopie peut-elle transformer ces discussions et ce dialogue national en une culture politique fondée sur la négociation plutôt que sur l'affrontation ou conflit? Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Matasebe Oldaraga ici au studio. Bonjour Matasebe. Bonjour. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, nous sommes maintenant manifestement arrivés dans la phase de discussion ou du dialogue national à un moment différent ou décisif dans les processus du dialogue national. Pendant longtemps, on était dans la phase d'écoute, dans la phase de recueillir les informations et l'accent a été mis sur les consultations, écouter les citoyens, recueillir les préoccupations, identifier les questions sensibles qui sont déjà collectées par la société. Maintenant, nous entrons dans la phase où une question devient incontournable. Qu'allons-nous faire de tout ce qui a été dit ou de tout ce qui a été discuté depuis un mois? Donc, le changement de nature du processus tout entier a été exactement... Il y a un changement qui a été fait. Donc, la consultation sert essentiellement à recueillir les opinions et les préoccupations de la société. Mais un dialogue national ne peut pas rester indéfiniment un stade de l'écoute. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, à un moment donné, il faut passer de la question de quels sont les problèmes à celle de quelles solutions pouvons-nous construire ensemble. Et c'est là, c'est sur cette transition qui est probablement la partie la plus difficile. On passe de l'identification du problème à la résolution des problèmes qui sont déjà identifiés. Donc, parce qu'identifier un problème est relativement facile que résoudre les problèmes. Et aussi trouver une solution acceptée par des personnes qui ont des intérêts différents et divergences est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile. Parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont très différentes. Donc, il faut qu'on arrive à une solution commune. C'est le problème, je pense.
Ouais. Donc, il faut voir, on peut prendre des questions institutionnelles en tant qu'exemple. Par exemple, plusieurs participants qui peuvent être d'accord pour dire qu'une institution doit être renforcée. Il faut voir les questions institutionnelles. Donc, mais lorsque l'on demande comment, les divergences apparaissent immédiatement. Donc, le dialogue doit donc franchir cette deuxième étape qui est transformer des préoccupations différentes en propositions suffisamment précises pour pouvoir être mises en œuvre. Oui, je viens de mentionner que quelques 4000 participants ont pris part dans ce dialogue national. Donc tu imagines, c'est un nombre très large. Donc pour ce nombre de participants, le nombre de participants donne une idée de l'ampleur du défi. Ouais. C'est-à-dire environ 4000 personnes ont participé aux différentes étapes de la conférence et du processus. Est-ce que ce nombre constitue une force ou une difficulté par soi-même? En même temps, ça constitue une force et en même temps, c'est une difficulté. Donc c'est une force parce qu'un processus qui rassemble des personnes ayant des expériences et des visions différentes peut normalement produire une image beaucoup plus complète de la société. L'image de la société sera complète sur le terrain. Donc également, c'est aussi une difficulté, puisque 4000 personnes ne peuvent évidemment pas avoir exactement les mêmes priorités. Il y a différentes priorités. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes priorités en même temps. Les 4000, il y a des idées très extrêmes. Des idées différentes, comme le nombre est beaucoup plus large. Beaucoup plus large, donc les idées aussi sont de plus en plus différentes. Donc il faut donc trouver un mécanisme qui permette de synthétiser cette diversité sans la déformer. Donc il faut chercher une solution. Il faut harmoniser. Oui, il faut harmoniser. Il faut aussi donner la chance d'écoute à d'autres idées aussi. Ouais. Et il faut négocier aussi pour rapprocher les idées. Ouais. Et donc c'est là que les recommandations deviennent importantes. C'est-à-dire il y en a des problèmes déjà identifiés et les discussions ont été faites sur ces problèmes déjà identifiés. Et après, la négociation va nous donner la chance de rapprocher les idées. Ouais, c'est par ça qu'on fait la résolution des problèmes. Oui, les recommandations sont essentielles parce qu'une recommandation doit être davantage une phrase générale du type nous devons renforcer la démocratie, juste la parole. Mais il faut des recommandations. Comment renforcer la démocratie? Pour qu'on arrive à une action concrète. Une action concrète sur le terrain. Donc il faut pouvoir demander quelques questions par exemple, comment et par quelle institution, avec quelle responsabilité et dans quel délai et avec quel mécanisme de contrôle. Toutes ces questions sont essentielles. Autrement dit, nous pouvons dire que nous allons pouvoir juger les processus non seulement sur la qualité des discussions, mais aussi sur ses résultats. Ouais. Donc le plus important, c'est les résultats. Parce qu'un dialogue national est fait pour arriver à un consensus national, n'est-ce pas? Oui, exactement. Donc en tant que nation, on doit arriver à un consensus national pour décider comment l'utopie d'avenir doit être. C'est la position commune qu'on va prendre. La chose importante, c'est qu'il faut donc réaliser ce qu'on se demande. Donc il faut également être réaliste. Toutes les recommandations ne pourront peut-être pas être appliquées, mais les recommandations sont essentielles. Donc on ne peut pas les appliquer, ne pourront peut-être pas appliquer immédiatement. Mais au fur et à mesure, certaines des recommandations nécessitent des modifications législatives, d'autres des ressources, d'autres encore une coordination entre plusieurs niveaux de gouvernement. Donc on ne peut pas les voir appliquer immédiatement, on ne peut pas les appliquer immédiatement.
Donc il faut rester réaliste. Donc cela nous amène à une idée où on se demande en disant que signifie réellement mettre en œuvre les résultats d'un dialogue national. Donc ce qui signifie créer une passerelle entre les dialogues et les institutions de l'État. Si une recommandation concerne le Parlement, il faut savoir comment elle sera examinée par le Parlement, par exemple. Donc le véritable test commence après la phase de recommandation. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on était en train de ramasser les questions, les préoccupations de la communauté, mais maintenant, c'est la phase décisive. Donc c'est dans cette phase. Dans la base, phase la source. Oui, recommandation, c'est le test principal, je pense. Donc le rapport, le dépôt, ce qui a été accumulé du rapport ne devrait pas être considéré comme la fin du dialogue, mais le début, le moyen pour élaborer, pour changer et partager les idées. Donc il devait être plutôt marqué le début de la phrase de mise en œuvre et de suivi. Bien dit. Et parlons maintenant d'un autre sujet qui peut être semblé paradoxal par rapport à ce qu'on a déjà discuté. Et nous parlons souvent du dialogue comme d'un moyen de parvenir à un consensus, comme je l'ai dit. Pourtant, ce que nous observons actuellement, ce sont aussi des désaccords très variés, très ouverts. Donc il y a beaucoup de débats forts. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Est-ce que c'est de faiblesse ou qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Ce pourrait être l'inverse. Par exemple, un dialogue dans lequel les personnes n'expriment pas de désaccord mérite qu'on ne se pose pas des questions. S'il n'y a pas de désaccord, on ne se pose pas des questions. Mais s'il y a des désaccords entre les idées, de véritables débats, il y a des questions qui seront soulevées pour résoudre ou bien pour élaborer le problème sur le désaccord. Oui, pour clarifier. C'est une distinction essentielle. Nous avons parfois tendance à considérer une réunion réussie comme une réunion dans laquelle tout le monde finit par être d'accord. C'est-à-dire on ne doit pas considérer qu'être d'accord n'est pas la seule chose qu'on attend. Mais le désaccord par soi-même montre qu'il y a un véritable débat entre les participants. C'est-à-dire que le dialogue fonctionne bien. C'est la démonstration de ça. Donc, un dialogue réussi peut être une réunion dans laquelle les participants comprennent mieux pourquoi ils ne sont pas d'accord. Le désaccord clarifie la source de leur désaccord et trouve une manière pacifique de continuer à travailler ensemble. Dans la diversité, on peut s'unifier, non? Hein? On peut s'entraider, se tenir les fardeaux de l'un à l'autre. On peut s'unir en tant que nation tout en maintenant notre identité, beaucoup de Donc, le désaccord peut révéler les véritables problèmes, la source des problèmes. Il faut faire apparaître les préoccupations que certains participants n'osaient pas exprimer auparavant. Mais ici, il y a une limite, je pense. Une discussion peut être franche sans devenir hostile, c'est-à-dire tout en maintenant notre respect envers les autres qui ont différentes idées que nous, mais il faut aussi exprimer notre intérêt, notre question. Donc il faut avoir tous les deux en même temps, c'est-à-dire il faut s'exprimer de manière très clarifiée, très transparente, mais il faut aussi respecter envers les autres et il faut écouter aussi les idées des autres. Ouais. Donc absolument, c'est là que réside toute la difficulté. C'est ça la difficulté c'est la limite qui crée une difficulté entre les discussions. Donc on peut franchement parler, ce n'est pas la franchise n'est pas l'insulte et la fermeté n'est pas la menace. Mais la critique aussi n'est pas la violence. Et le désaccord ne doit pas automatiquement
devenir un conflit entre les communautés. Le désaccord par soi-même n'est pas une difficulté ou un problème, mais la question c'est que c'est comment transforme-t-on alors ce désaccord en compromis ou en position commune qui est bénéfique pour tout le monde. C'est ça le plus important. Donc un dialogue constructif doit permettre à quelqu'un de dire je ne suis pas d'accord avec votre proposition et cela ne signifie pas de vous considérer en tant qu'ennemi. C'est-à-dire, sans ce que cela signifie, je vous considère comme mon ennemi. On ne peut pas considérer une personne comme un ennemi parce qu'ils ne sont pas d'accord avec des idées. Le compromis n'est pas nécessairement un partage 50-50. C'est-à-dire, il ne faut pas penser qu'un promis, c'est-à-dire je vais faire la moitié et tu fais la moitié. Mais il faut avoir aussi des solutions différentes que nous avons déjà proposées en tant que solution. Donc il faut parler sur les positions des intérêts. Donc il faut distinguer, il faut d'abord bien distinguer les positions des intérêts. Les intérêts des autres et de l'un à l'autre. Donc le compromis peut consister à construire une nouvelle solution qui n'était pas présente dans les positions initiales. Oui, donc cela exige donc une culture de négociation. L'Éthiopie on sait que l'Éthiopie a pour la première fois organisé un dialogue national cette année, depuis un mois, c'est-à-dire qui a commencé depuis 15 juillet. Donc ça exige donc une culture de négociation. Puisque nous sommes dans le début, c'est-à-dire nous avons commencé le dialogue national maintenant, c'est-à-dire cette année, on doit construire plus la culture des négociations et de discussions. Donc cette culture ne se construit pas en quelques semaines. Oui. La culture de négociation, ça prend du temps. Dans le désaccord, ne se construit pas en quelques semaines. Elle exige de reconnaître que faire une concession n'est pas nécessairement une défaite. Donc, mais les problèmes, c'est qu'il y en a qui accusent. Il y a des accusations auprès différents groupes, notamment le TPLF et les groupes qui lui sont associés. Alors, comment on peut dire sur ça? Comment devons-nous traiter cette question? Donc, il faut traiter ces questions avec beaucoup de rigueur. C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'il faut distinguer une critique du processus, les critiques, d'une tentative de le saboter. La deuxième chose, il faut distinguer les déclarations vérifiables des accusations politiques. Donc, si un groupe refuse de participer, nous pouvons rapporter ce refus s'il est bien établi. Mais pour conclure qu'il s'agit d'une opération de sabotage, il faut davantage des éléments qui permettent d'établir l'intention et les actions entreprises. Donc, le simple fait de ne pas participer à ce dialogue national ne prouve pas une tentative de sabotage par soi-même. Ouais. Donc, c'est l'intention, comme tu l'as dit. Oui. Donc, un acteur peut refuser de participer parce qu'il estime que les conditions ne sont pas réunies. Mais on peut contester cette décision politiquement et reconnaître qu'un désaccord sur le processus peut être légitime. Donc c'est ça la question de délégitimation devient importante. Ouais. Donc comment on peut délégitimer ou non? Quels sont les critères? C'est ce que nous devons discuter maintenant. Donc dans le processus politique, il y aura des critiques et une critique saine qui peut dire cette procédure n'est pas suffisamment inclusive. Si elle n'est pas suffisamment inclusive, et un autre peut dire cette recommandation est mauvaise. S'il y a une recommandation qui a été recommandée, d'être en désaccord avec les autres, mais tout en maintenant le respect entre les autres. Et un autre encore peut demander davantage de transparence, clarification. Si ça n'a pas été bien clarifié,
ils peuvent demander la clarification de recommandations ou des procédures. Ces critiques peuvent également même améliorer le processus. Le processus de dialogue peuvent être bien élaborés et améliorés par les critiques que les personnes donnent. Oui, bien dit. Donc, il faut souligner qu'il faut également reconnaître les critiques peuvent être fondées et peuvent être, comme on dit, constructives. C'est-à-dire, nous utilisons ces critiques négatives, mais de manière à construire notre pays, c'est-à-dire à corriger les fautes qu'on fait en tant que nation, en tant que gouvernement ou peuple. Ouais. Pourquoi la meilleure réponse à une critique n'est pas toujours de l'accuser de sabotage. La réponse est de publier davantage d'autres informations, davantage d'informations et expliquer comment les participants ont été sélectionnés là, pour clarifier davantage et comment les propositions sont évaluées et comment les recommandations sont formulées et comment les accords sont enregistrés. Oui, donc, mais ces discussions vont être en train de faire, non seulement ils sont faits dans la salle de négociation ou de discussion de dialogue national, mais hors du salle aussi. Parlons des médias maintenant et des réseaux sociaux qui parlent de manière positive ou négative sur le dialogue national. Quelques idées sont correctes et quelques-unes ne sont pas correctes, donc il faut identifier les informations fiables de celles-ci ne sont pas fiables. Donc nous avons vu des campagnes très fortes autour de certaines questions sensibles, comment une société peut-elle distinguer une campagne politique légitime d'une opération destinée à manipuler le débat. Donc on doit identifier les deux, celle légitime et qui est délégitimé. Donc la chose importante, c'est la méthode. Il faut voir, il faut regarder les méthodes, non seulement, mais pas uniquement les opinions. Les opinions sont des choses. Il faut regarder, distinguer, voir profondément les opinions. Mais la chose importante, c'est comment ça a été fait. La méthode, il faut bien regarder la méthode. Comment les méthodes de dialogue, il faut bien les voir. Oui, un des sujets très propagés dans les réseaux sociaux, les médias du TPLF ou d'autres qui opposent le dialogue national et qui délégitiment ce dialogue national, est la question d'Addis Abeba. La structure, comment la ville d'Addis Abeba doit être construite dans l'avenir de notre pays. C'est la question très forte. Oui, mais probablement, l'un des sujets où la simplification peut avoir les conséquences les plus importantes. C'est-à-dire Addis Abeba est la capitale fédérale, un centre économique et un centre économique et politique majeur. Non seulement éthiopien, mais aussi pour les autres. Afrique aussi. Donc, mais c'est aussi un espace chargé d'histoire et d'identité et de revendication. Donc, il faut tout voir profondément. Par conséquent, une discussion sur son statut, la capitale, ou sur ses relations institutionnelles ne peut pas être réduite à une seule phrase. Et surtout, éviter de parler au nom de communautés entières. C'est-à-dire il ne faut pas généraliser les choses parce que c'est une question sensible qu'il faut être très, comment on dit, très stable. Et il faut considérer les choses avant de parler. Donc il faut vérifier les informations parce qu'il y en a des informations qui ne sont pas vérifiées et qui ne sont pas fiables, qu'on entend dans les réseaux sociaux. Oui, exactement. Par rapport au dialogue national. Dire que cette communauté pense ceci est souvent une simplification dangereuse. En s'adressant à une communauté, la communauté pense ceci et cela, c'est une simplification dangereuse. Il ne faut pas juste dire que telle communauté pense ceci
Mais puisque les communautés sont traversées par des opinions différentes. Il y a différentes opinions entre les communautés. Le rôle du journaliste devrait être de montrer cette diversité, la diversité des communautés, la diversité des pensées et ne pas les supprimer. Revenons aux recommandations. Supposons qu'elles soient déposées dans les prochaines semaines. Je pense que c'est comme ça. Quel devrait être le premier réflexe des institutions? Donc, il faut les publier prioritairement et expliquer clairement ce qu'elles signifient, ces recommandations. La signification des recommandations publiées doit être élaborée. Après, il faut les classer. Comment classer? Certaines recommandations peuvent avoir et peuvent être mises en œuvre rapidement, d'autres non. Donc, d'autres nécessitent une nouvelle législation. Donc, certaines peuvent demander des réformes institutionnelles plus profondes et certaines peuvent nécessiter des discussions supplémentaires. Donc, il faut éviter de juste présenter toutes les recommandations ensemble, comme si elles avaient le même degré d'urgence ou de la même faisabilité. Mais une question se pose ici. C'est qui doit surveiller la mise en œuvre? C'est la question principale qu'on se pose. Oui, c'est une question importante qui doit être justement clarifiée. Par exemple, la responsabilité publique ne peut pas reposer uniquement sur les institutions qui ont participé au dialogue. Il faut des mécanismes de suivi. Le Parlement peut avoir un rôle, les médias aussi, en même temps, et la société civile peut suivre les engagements. Donc, autrement dit, ce que tu viens de dire, c'est que le dialogue doit finalement produire davantage de responsabilités publiques. Publiques, oui. Donc, il faut avoir des responsabilités pour traverser des difficultés et des problèmes. Et les citoyens doivent se demander si cette recommandation a été bien appliquée ou non. Et ils peuvent relever des questions. Pourquoi? Donc finalement, la véritable question qui se pose après les recommandations n'est pas simplement les recommandations seront-elles acceptées? C'est la question. C'est peut-être l'un des résultats les plus importants. Si la recommandation est-elle acceptée ou pas. Une culture politique ne change pas uniquement par un texte qui est adopté. Donc, elle change lorsque les comportements institutionnels changent. Le changement sur le comportement. Exactement. Et lorsque les responsables expliquent leurs décisions à la fin, et lorsque les opposants peuvent contester sans être considérés comme des ennemis. Donc il faut utiliser une méthode pour continuer à discuter lorsque le désaccord réapparaît. Oui. Donc il ne faut pas cesser les questions et les discussions aussi. Donc c'est pas... ce qui est essentiel, c'est partager les expériences et les idées sans se faire des ennemis. Ce qui signifie, c'est que le dialogue national peut être considéré en tant que nation comme une capacité nationale et pas simplement comme un événement ponctuel et temporel. Que la confiance ne devrait pas être faites-nous confiance parce que nous organisons le processus. Il faut avoir aussi des recommandations et des responsabilités nationales. Et aussi, il faut considérer que ça démontre la capacité nationale d'une nation, c'est-à-dire d'un pays. Donc il faudra aussi demander des questions comme les acteurs politiques accepteront-ils les règles du jeu qui permettront de gérer les désaccords futurs parce qu'un dialogue national ne peut pas être résolu ou ne peut pas résoudre chaque conflit de l'histoire du pays. Il y a des points ou des questions qui restent non résolues, qui resteront telles qu'elles sont. Donc il faut c'est seulement le début de la résolution de notre problème. Oui, donc il faut contribuer à établir une méthode pour traiter ces choses-là. Très bien dit. En résumé, on peut dire que le véritable test du dialogue national éthiopien
ne sera pas être par le nombre de personnes qui auront participé aux discussions, mais ce que le pays fera de leurs propositions. C'est-à-dire que le pays va faire, selon les propositions faites par les participants du dialogue national. Donc c'est le plus important. Exactement, les recommandations ne devraient pas constituer la fin du processus, mais la communauté d'une nouvelle étape. Celle de la mise en œuvre du suivi et de la responsabilité publique doit être suivie après les recommandations qui ont été faites par les participants au dialogue national. Et le désaccord restera inévitable toujours. La question est donc de savoir si l'Éthiopie peut apprendre à gérer ces divergences de manière pacifique sans les transformer en confrontation et en conflit. Un dialogue réussi ne signifie pas que tout le monde pense de la même manière. Il signifie que des personnes qui ne sont pas d'accord peuvent continuer à se parler et à négocier et chercher des solutions communes pour arriver à un consensus national. C'est précisément l'enjeu des prochaines semaines. Transformer les discussions en recommandations, puis en décisions et finalement en actions concrètes. Et surtout faire du dialogue une politique durable et plutôt qu'un événement ponctuel et temporel. C'est sur cette question que nous continuerons à vous donner rendez-vous d'un point de vue de notre programme sur EBC. Donc, merci, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. Excellente suite de programme et bonne journée.